le geste qui avait été posé par Joe Biden de nominer Kamala Harris avec ses 0 délégués et sa campagne présidentielle catastrophique, c'était pas un constat sur la viabilité politique de Kamala Harris. C'était pas un témoignage sur... non, c'était un geste diplomatique. C'était une main tendue de Joe Biden. C'était une feuille d'olivier qui avait été tendue Voilà, à l'aile réformiste pour dire on fait la paix. Une figure de l'establishment, ça c'est important de le comprendre aussi. Comment Kamala Harris est arrivée vice-présidente de Joe Biden? C'est toute une histoire, ça. Là. Ça vaut la peine de revisiter ça un peu. 2016, Hillary Clinton mange une volée. Pas une volée au sens mathématique, mais au sens où on s'attendait à une victoire écrasante pour les démocrates contre Donald Trump. Surprise, Hillary Clinton, elle perd. Et la réaction à l'intérieur du Parti démocrate dans les mois, dans les années qui suivent, c'est un peu un genre de « What the fuck? Comment ça a pu se produire? » Et pour plusieurs, comment on interprète ça, c'est loin d'être à tort, on se dit il y a eu un rejet là, de l'establishment démocrate. La population américaine ne veut plus rien savoir de ce type de politique-là. La politique institutionnalisée, la politique de bien-parlance, la politique de la langue de bois, la politique justement, le couleuvrisme carriériste qu'on avait vu chez les Clinton, Bush, etc. Les Américains étaient comme... Donc, les démocrates font un calcul qui est tout à fait raisonnable et compréhensible. Après la défaite de Hillary Clinton, ils se disent « All right, on a besoin de réformer ce parti-là au complet, de lui donner une nouvelle énergie, une nouvelle génération de politiciens, revenir à quelque chose de du sang neuf. » Et donc, souviens-toi, pour 2018, 2019, 2020, quand on voulait choisir qui allait s'opposer à Donald Trump à la prochaine élection, qui serait le prochain candidat, on a eu une primaire au Parti démocrate avec, je veux pas dire de niaiserie, là, il y en avait eu 16 jusqu'au débat, mais une affaire comme 29 candidats enregistrés pour la primaire démocrate, qui ont atteint le barème, là, qui pouvaient se présenter. 29. Pourquoi c'était crowded de même, tu penses? Parce que tout le monde sentait le sang dans l'eau. Tout le monde savait que là, c'est le temps, là. Là, l'establishment est faible. Ils sont pas capables de positionner un candidat. Clairement, c'est le temps d'arriver avec du nouveau sang et tout le monde part de zéro. Tout le monde part du même point, essentiellement. Parce que normalement, c'est eux qui contrôlent. Et là, ils l'ont pu. Fait que, let's go. Fait que t'as cette génération complète de politiciens qui arrivent de partout aux États-Unis, divers backgrounds, des gouverneurs, des maires, des congressmen, des sénateurs qui décident de s'essayer. Et assez rapidement, bon, le champ descend de 29, 28, jusqu'à 16 candidats environ. Et là, tu organises des débats. Et là, on commence à avoir des délégués qui sont assignés, etc. Et le Parti démocrate, lui, sent bien que ça sent la merde, là. On est en train de perdre notre pouvoir, on est en train de perdre le contrôle du parti lui-même. Fait que l'establishment du Parti démocrate se range très tôt derrière Joe Biden. En voyant que c'est wow, là on en a un ici à peu près qui relève de ça, qui est un sénateur depuis 50 ans, qui était le vice-président de Barack Obama, tu sais, qui appartient à la race démocrate, si on veut. Pure race. Il y avait Joe Biden. Donc, le parti se range derrière lui, politicien très centriste, très modéré à beaucoup d'égards, ça plaisait au parti. Et graduellement, tous les candidats se font éliminer, un après les autres. Combien de délégués sur les milliers à l'intérieur du Parti démocrate avaient acquis Kamala Harris lorsqu'elle se retire de la primaire? On a environ 16 candidats, des milliers de délégués, au-dessus de 3000 ou 4000 délégués qui devaient s'engager là-dessus. Combien ont voté pour Kamala Harris lorsqu'elle a décidé de se retirer? Ça rentre sur une main, Jerry. 0. Quand Kamala Harris se retire, premièrement, elle est parmi les premières à se retirer de la campagne de la primaire, parce que sa campagne s'en va nulle part dans ce field de vingtaine de candidats. Mais encore plus que ça, personne n'appuie sa campagne. Il n'y a aucun appui. Il y a personne qui croit à la viabilité politique de cette femme-là. Une politicienne californienne qui vient avec un bagage, qui avait un certain nombre de problèmes politiques, qui n'était pas la meilleure oratrice. On voyait clairement tout ça au Parti démocrate. Donc, on se range avec Biden et on savait aussi que c'était une autre figure très démocrate qui venait d'une certaine manière de l'establishment. Et là, la course continue et on se ramasse avec 4, 5 candidats qui sont vraiment viables.
dont Joe Biden. Lorsqu'il devient clair que Joe Biden est en position pour gagner, là, t'as de la rogne dans le Parti démocrate. T'as tout le monde qui sont comme, what? Vous allez encore nous nommer pour vrai? Un autre de même? Tu sais, un autre de cette race-là? De cette breed-là que vous avez cultivé pendant des années, qui est clairement un gars de votre équipe, encore? Et donc, il y a de la frustration partout dans l'aile réformiste du Parti démocrate qui est comme, fuck you, et qui sont prêts à faire une révolte ouverte. Littéralement, à jump board, puis à dire, je brûle ma carte du Parti démocrate. On avait une opportunité historique de changer les choses, puis c'est ça qu'on va avoir comme candidat démocrate. Et il y en a énormément qui sont fâchés. La même énergie qui avait poussé Bernie Sanders vis-à-vis Hillary Clinton, elle existe toujours à l'intérieur du Parti démocrate lorsque ça arrive Joe Biden. Donc, Joe Biden arrive, qui est déjà très vieux, il le sait, et il le dit. Et en langage codé, il fait comprendre à tout le monde qu'il va être un président d'un seul mandat. Puis que sa job, comme président, si jamais il est élu, comme candidat démocrate, c'est de faire la transition. Ouais, d'être un bridge, un pont vers la nouvelle génération. Et c'est ça qui a réunifié le Parti démocrate. C'est ce langage très codé de Joe Biden qui appelait au calme en disant « I know, je sais. C'est pas moi que vous vouliez, je sais. Mais là, on doit gagner. On va faire un mandat. Je vais m'enlever. Puis pour vous montrer ma bonne foi, comme quoi je veux agir comme candidat de transition et de pont, je vais nommer comme candidate à la vice-présidence une femme issue des minorités, politicienne californienne, perçue sur la gauche, beaucoup plus jeune, appartenant donc à cette nouvelle génération. Le geste, c'est là que je veux le mettre en contexte, le geste qui avait été posé par Joe Biden de nominer Kamala Harris avec ses 0 délégués et sa campagne présidentielle catastrophique, c'était pas un constat sur la viabilité politique de Kamala Harris. C'était pas un témoignage sur... non, c'était un geste diplomatique. C'était une main tendue de Joe Biden. C'était une feuille d'olivier qui avait été tendue voilà, à l'aile réformiste pour dire on fait la paix. Juste pour vous montrer, I have one of your people. On fait la paix pour cette élection-ci et ensuite, puis ça en passant, c'est pas moi qui l'invente. Joe Biden, cette semaine, donnait sa première entrevue télévisée depuis qu'il s'est désisté à CBS. Durant l'entrevue, a reconnu tout ça. Qui avait toujours été un secret de polichinelle. Que moi, je me m'époumonnais à raconter ça puis à dire c'est ça qui explique ceci. Et Biden qui a fini par le reconnaître, de dire ouais, finalement, c'était ça qui était censé, mais là, bon, le mandat a commencé, les choses ont accéléré, on n'a jamais vraiment eu le temps de se retirer, ça s'est pas passé comme prévu. Comme lui-même reconnu qu'il avait trahi cet engagement initial. Donc, là, t'as Biden, qui est un président en fonction, qui s'accroche par le bout. Et là, on s'entend, tu contrôles la Maison-Blanche, tu contrôles le reste. C'est très pyramidal, tu contrôles la Chambre, tu contrôles les démocrates à la Chambre, les démocrates au Congrès, les gouverneurs. Il n'y a pas personne qui va tirer une balle dans le front du chef. Donc, après ce débat catastrophique, et même jusqu'à avant, on pourrait dire avant le débat, les démocrates le savaient très bien que ça n'avait aucun sens. Ils savaient très bien que leur candidat s'en allait à l'abattoir. Mais lui, il voulait pas s'enlever de là. Lui a décidé de rester. Donc, clairement, tu fais quoi? C'est un président. Tu dis, moi, là, je l'aime pas, Biden, je me présente contre lui. Ouais. Tu t'en vas à l'abattoir, mon homme, là. Politiquement, tu viens de mettre fin à ta carrière. Si tu décides de sortir contre ton boss à la prochaine assemblée générale, puis de dire, ben, moi, je veux sa job. Penses-tu que les autres sur le CA, ils vont te backer? À moins que ce soit une révolte. Ben non, il n'y a pas personne qui veut mettre sa tête puis sortir la tête de la tranchée pour se manger à la balle. Fait que jusqu'à la dernière seconde, les démocrates ont fait comme si de rien n'était. Résultat, aucun candidat a été cultivé. On n'a pas préparé de plan B. Normalement, ça se cultive des années avant, un candidat. Là. 10 ans avant. Là. Ceux qui sont en ce moment, qu'on imaginait comme des potentiels remplaçants Biden avant Kamala Harris, c'était du monde qu'on voyait pour 2028 puis 2032. C'est des gens, Manu, tu places tes pions, tu dis, quand est-ce que je vais être président? Ben là, écoute, je suis gouverneur de l'Iowa, mon mandat va durer 2 ans encore, là, lui va être là pendant 4 ans. Là, tu fais ton calcul. Tu t'essaies de trouver comment tu vas placer ta trajectoire, ton itinéraire politique pour être mûr au bon moment, pour être dans la fenêtre quand l'opportunité va se présenter. Fait que là, t'as plein de politiciens qui sont restés en dehors, qui n'ont pas cultivé ça, qui ont resté sur les marges de côté en se disant, ben, Biden va être notre candidat à la prochaine. Il refuse de s'en aller. Il va être notre candidat. Donc, OK.
insèrent ça dans leur calcul comme un paramètre de plus dans l'équation. Ouais. Et là, à la dernière seconde, Le débat. puis là, il est trop tard. Là, t'as plus d'autre option. Là. Kamala Harris, là, c'est le in case of fire, break glass. C'est ça, là. C'est le feu est pogné. Oh non, on n'avait aucune autre alternative viable à ce point-ci. Personne ne voulait y aller non plus dans un contexte où tu as 100 jours pour gagner la course. Donc, c'est pour ça que tu as vu c'était risqué. Les démocrates se ranger vers Kamala Harris. C'est pourquoi je te dis, c'est un tour de force. Quand tu connais tout ce contexte-là, c'est spectaculaire. Politiquement parlant, c'est un coup de circuit ce qu'ont fait les démocrates de se sortir de ce gaslighting-là. Là. Ouais. Parce que les Américains, je pense qu'ils n'ont pas vu ça. Ouais. Ils se sont fait gaslighter par les démocrates pendant 4 ans, comme quoi. Non, quoi, tu t'hallucines. Non, le président est en pleine forme. Sharp as a tack, nous disait-on. Sharp as a tack. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.